Présidence. Je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir Monsieur le Président François Hollande, Président de la République française, et je voudrais lui souhaiter la bienvenue à lui et à toute l'équipe qui l'accompagne. Bienvenue à Madagascar, bien évidemment, et bienvenue à ce 16e sommet de la francophonie. On sait que depuis le début, Madagascar et aussi et surtout la France joue un rôle important dans ce mouvement de la francophonie. Je voudrais le remercier de ses engagements, qui sont les engagements de la France par rapport à la francophonie. On connaît les défis de la francophonie qui ont été annoncés en matière de solidarité, en matière de sécurité et surtout en matière d'économie. Aujourd'hui, il faut se tourner vers les femmes, vers la jeunesse. Ce sont autant de défis et qui sont annoncés, partagés par le président français. Au-delà du sommet, nous avons eu une rencontre bilatérale à travers laquelle nous avons pu discuter des relations entre la France et Madagascar, constater l'excellence de ces relations et développer encore davantage. Au niveau économique, on connaît la présence des entreprises françaises à Madagascar et leur dynamisme, c'est à renforcer. Nous avons parlé de différents secteurs de collaboration dans lesquels on pourrait apporter nos contributions et à travers lesquelles la France pourrait apporter davantage sa contribution en matière de changement climatique, en matière d'énergie renouvelable et en matière sécuritaire aussi, cette vision commune qu'on a d'asseoir la sécurité et la paix dans le pays et à travers le monde. On n'a pas manqué de souligner l'importance de la langue française, qui est aussi une langue officielle à Madagascar, et nous avons discuté trouver des moyens à travers lesquels on pourrait développer davantage l'enseignement de cette langue dans notre pays. En tout cas, voilà les grandes lignes de ces discussions, mais merci encore Monsieur le Président de votre présence. Monsieur le Président, cher ami, je suis très heureux d'être ici à Madagascar, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a bien longtemps qu'un président de la République française n'était pas venu à Madagascar. Le dernier était Jacques Chirac. Et je souhaitais que, par ma visite, il soit bien compris par tous que Madagascar est pleinement réintégré dans la communauté internationale et a trouvé la stabilité politique qui lui a longtemps fait défaut. Et je voulais appuyer tous vos efforts pour justement permettre à votre pays maintenant de connaître le développement qui est attendu. Et la France sera à vos côtés. Il y a un certain nombre de coopérations que nous avons engagées, l'Agence française de développement qui va augmenter encore ses activités ici. Il y a des grands projets, barrages hydroélectriques, grandes infrastructures, aéroports, tourisme, beaucoup peuvent être réalisés grâce à notre partenariat. Il y a aussi la question de la sécurité, je ne peux pas ici ne pas l'évoquer. Il y a eu plusieurs de mes compatriotes qui ont perdu la vie dans des conditions particulièrement atroces et je sais que vous travaillez pour résoudre cette question et elle est essentielle. Je rappelle qu'il y a 20 000 franco-français, souvent franco-malgaches d'ailleurs, qui ici vivent et de même nous avons en France une communauté malgache très importante, plus de 100 000. Mais il y a beaucoup de touristes qui viennent ici et qui veulent être éblouis par vos paysages, par votre végétation. Également, ils sont très heureux de l'hospitalité qui leur est faite, mais ils peuvent être inquiets pour leur sécurité, donc nous devons tout faire pour agir ensemble. La France sera également à vos côtés, puisque nous allons prendre l'initiative de rassembler des bailleurs pour que nous puissions vous apporter les fonds que vous attendez.
Et puis il y a l'histoire, et j'aurai l'occasion de l'évoquer pour souligner combien les Malgaches ont participé durant les 2 guerres mondiales du XXe siècle à la défense de la France, et combien aussi il y a à revenir sur un certain nombre d'épisodes particulièrement douloureux, et ce sera l'occasion pour moi de les exprimer et de dire ma reconnaissance. Je viens aussi pour une seconde raison, qui est le sommet de la francophonie. Et là encore, pour vous dire que c'était un défi considérable d'organiser un événement de cette importance. C'est d'ailleurs la première fois depuis l'indépendance de Madagascar qu'il y a un sommet rassemblant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, de multiples délégations, et ce succès vous honore et confirme la capacité de Madagascar à pouvoir accueillir une manifestation internationale aussi élevée. Mais la francophonie, ce n'est pas simplement un rassemblement de chefs d'État et de gouvernement. C'est l'affirmation d'un certain nombre de valeurs et de principes et d'engagements. D'abord pour la langue française. Nous sommes ici pour que la langue française puisse avoir toutes les conditions pour permettre à celles et ceux qui veulent la parler de pouvoir le faire. Ils sont aujourd'hui 250 millions de francophones. On pense qu'ils pourront être encore davantage dans les prochaines années, à cause de la démographie, mais aussi à cause de l'effort que nous devons tous faire pour la diversité et la pluralité linguistique, et donc pour le français. Ça commence d'ailleurs en France. La maîtrise du français, c'est la condition pour pouvoir être pleinement citoyen, et pour ceux qui sont étrangers d'être pleinement intégrés. La francophonie, c'est aussi l'affirmation de l'exception culturelle, et donc de la reconnaissance de ce que nos sociétés sont capables de produire de singulier. C'est donc une volonté de pluralisme qui nous anime. Et nous devons défendre les droits d'auteur, nous devons défendre les créateurs, nous devons défendre tous celles qui s'expriment en français. Et dans tous les domaines de la création artistique. La francophonie, c'est aussi des valeurs politiques. Et la démocratie, et les droits de l'homme, les droits de la femme, sont les conditions pour être pleinement membre de la francophonie. Être francophone, c'est pas simplement parler le français, c'est parler les valeurs universelles. Et parmi ces valeurs universelles, c'est la transparence dans les élections, c'est le respect de l'ordre constitutionnel, c'est aussi faire en sorte que les femmes soient considérées à l'égal des hommes et ne puissent pas être brimées, parfois atteintes dans leur dignité, comme c'est le cas trop souvent. Et nous devons faire, là encore, la démonstration que la francophonie, c'est une action et pas simplement une organisation. Enfin, la francophonie doit contribuer à nous rassembler pour lutter contre le fanatisme. C'est en ce sens que tout ce qui est fait pour lutter contre la radicalisation, pour échanger les expériences, pour faire que les jeunesses puissent davantage se comprendre et se connaître, c'est aussi un but que je poursuis. La francophonie, c'est également une solidarité dans les épreuves. J'ai évoqué le terrorisme, mais également par rapport à l'enjeu du réchauffement climatique. Et là encore, l'accord de Paris doit se décliner, je vais dire, en français, et dans l'espace francophone. Je veux aussi insister sur ce caractère exceptionnel de cette visite, parce que grâce à vous, la France peut parler dans l'océan Indien sans qu'elle soit regardée comme voulant soumettre l'océan Indien à je ne sais quelle influence. Nous sommes un pays de paix, d'équilibre et de développement. Mais dans l'océan Indien, nous sommes présents. Avec Mayotte et avec l'île de la Réunion, nous souhaitons qu'il y ait encore davantage d'échanges. Je vais terminer cette déclaration en évoquant l'événement qui s'est produit cette nuit et la mort de Fidel Castro. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle.
Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Il a été pour beaucoup de peuples d'Amérique latine, et pas seulement, un moment, une référence. Il y a eu aussi des désillusions, mais il a toujours voulu, avec fierté, défendre Cuba par rapport à toutes les pressions extérieures, et notamment à ce qu'était l'embargo qui frappait son pays. Et même si j'ai à plusieurs reprises dénoncé les manquements aux droits de l'homme à Cuba, j'ai toujours considéré que l'embargo était une décision unilatérale inacceptable. Et je me suis rendu, c'était en 2015 à Cuba, j'ai rencontré non seulement le président Raúl Castro, mais j'avais également eu un entretien avec Fidel Castro. Et au-delà de l'histoire, c'est l'avenir qui compte. Et je veux, à l'occasion de la disparition de Fidel Castro, encore insister pour que l'embargo qui pénalise Cuba puisse être levé, définitivement levé, et qu'il puisse y avoir une ouverture, un échange, et que Cuba puisse être pleinement dans la communauté internationale regardé comme un partenaire. La France regarde toujours Cuba comme un partenaire. Et c'est ce que j'ai voulu dire en m'y rendant. J'étais le premier chef d'État occidental à aller en visite à Cuba. Je l'ai fait justement dans cet esprit. Faire que, en terminions avec la guerre froide, elle était finie depuis longtemps, mais elle demeure, ou elle demeurait encore à Cuba. Et puisque je dois saluer la mémoire de Fidel Castro, je le fais. Mais en même temps, je veux que ce soit un message d'avenir et d'espoir pour le peuple cubain. Et bien sûr, j'adresse toutes mes condoléances à Raúl Castro, qui est venu en visite d'État à Paris, au peuple cubain, pour lui dire qu'il peut avoir la fierté d'avoir été une île face à toutes ces pressions, mais qu'aujourd'hui, c'est de l'ouverture et des échanges dont il faut parler. Merci.